Et ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Irène Frein, que certains d'entre vous auront certainement déjà lu, elle a à son actif une bonne quinzaine de livres, c'est ça? Euh, 11 romans, Voilà, 11 romans. d'autres textes, des biographies et des beaux livres, voilà. Mais quand on aime, on ne compte pas. Irène Frein avait déjà travaillé, enfin déjà publié un roman en 1989 qui s'appelait Secrets de famille et venait de sortir en octobre un récit cette fois-ci, un récit très intimiste qui s'appelle Sortie de rien. Irène Frein, peut-être vous allez nous expliquer le Oui, contexte de cette écriture. tout à fait. Merci. Et quand j'ai été jointe par l'équipe de la médiathèque sur ce thème, et comme une petite fille, j'ai dit mais youpi, c'est formidable, qu'est-ce que j'ai envie d'aller à parler du secret de famille. Non que je sois une spécialiste du secret de famille, et en tout cas quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas que j'allais me retrouver avec des secrets de famille. Mais il faut croire que ce thème m'a poursuivi. Ce que je pourrais vous dire déjà, c'est que quand je regarde les quelques livres que j'ai pu écrire, j'ai remarqué que les livres sont les enfants les uns des autres. C'est-à-dire que d'un livre en sort un autre, puis un autre. Mais le fil, au moment où on entreprend le livre, est souvent invisible, est souvent inconscient. Je ne m'en rends pas compte. Et j'étais loin de penser, l'année dernière exactement à cette date, que j'allais écrire ce livre. Et j'étais surtout loin de penser qu'il était d'une certaine façon relié à Secret de famille, que certains d'entre vous ont lu, et comment il l'était. Euh, je vais déjà vous parler de Sortie de rien, comme ça vous saurez de quoi ça parle, et puis après on embranchera sur le secret de famille en général. En fait, il est né d'un électrochoc. Je suis sur une scène parisienne, on doit me remettre un trophée mondain. Il y a là, créateur de mode, comment vous dire, un sportif, je ne sais plus trop quoi. Et quand vient mon tour de monter sur scène, le grand journaliste extrêmement connu, que j'ai appelé dans le livre Grande figure des médias et dont je ne vous le nom que sous la torture. Je peux vous dire, c'est pas PPDA. Quelquefois, on m'a demandé, mais c'est pas lui. Je crois qu'il est quand même assez fin pour pas avoir fait ça. Et de plus, il a des origines bretonnes, donc il ne l'aurait pas fait. Mais là, c'était quelqu'un quand même avec une forme de grossièreté. Vous allez en juger, me dit, eh bien vous, Irène Frein, qui êtes venue de nulle part et qui êtes sortie de rien. Quel accueil. Donc, nulle part, c'est la Bretagne. Donc, je pense que je suis ici en Pays Basque, je pense que ça aurait fait le même effet, hein, ou en Corse. Euh, d'accord. Euh, Même si on est un peu habitué. Et sorti de rien, je me dis, mais sorti de rien, mais c'est pas moi, c'est mon père qui était sorti de rien. Or, il se trouvait que j'avais jamais caché ni mes origines, ni celles de mon père, ni les débuts de mon père, donc je suis extrêmement fière, puisque ce que je savais à l'époque, c'est il avait commencé dans la vie, dixième de 10 enfants, euh, comme ce qu'on appelle en breton bedjoul, ce qui veut dire enfant bon à tout faire, placé à cause de la misère dans une ferme à l'âge de 11 ans, juste après le certificat d'études. Je suppose qu'il y a eu l'équivalent dans la région, ici même en campagne. Hein, il y a eu ça dans toute l'Europe et il y a ça encore en Afrique, en Inde, en Chine rurale. Bon, donc. Mais évidemment, je savais qu'il en avait été marqué, je ne connaissais pas encore les contours. Donc, euh, quand cet homme m'a dit ça, j'étais pétrifiée. C'est-à-dire que la première chose que j'ai su, c'est qu'il fallait que je me taise. Et il y a eu une sorte de pétrification du faible devant le puissant. Quelque chose de très archaïque, quelque chose qui remontait très loin, qui était la pétrification. Tais-toi, tu n'as pas le pouvoir. Et si tu parles, tu t'es fichu. Et en même temps, des pensées comme ça, mais c'était pas moi, c'était mon père. Et un sentiment quand même de
bon, on va dire les choses, d'une assez grande humiliation quand même. Il va dire un mot. Et moi qui suis assez diserte, vous l'avez peut-être remarqué, j'étais incapable de proférer une parole. Et une colère en même temps m'a envahie. Et une colère dont j'ai senti qu'elle était ancestrale, qu'elle me ramenait des années, peut-être des siècles en arrière. Je savais qu'elle était colère, je pouvais lui donner son nom de colère, je savais qu'elle venait de très loin, mais ce qu'était ce loin, je ne pouvais pas le dire. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis bien entendu empressée d'oublier, d'éviter, vous voyez le joli lapsus, euh, l'histoire, l'incident, on va dire. Mais chaque fois que je signais un courriel à des amis, ce qui venait sous mes doigts, c'était rien au lieu d'Irène. Rien au féminin. Donc il y avait quelque chose qui était sur le rien, sorti de rien, évidemment. Mais c'était, ça, j'avais fait un parcours analytique, donc très rapidement, les choses vont très vite dans ces cas-là. Je me suis dit, mais rien, c'est rien au féminin, fille de rien. Mais quel est ce rien? Et quel rapport ça a avec ton père? Mon père était mort depuis 7 ans. Et ça faisait 7 ans, un peu plus même, puisqu'il me l'avait laissé, qu'une valise en carton noir, cabossée, noire, la couleur est importante, vous verrez plus tard, attendait en haut d'une armoire penderie dans une pièce qui étant occupée était devenue un débarras, une chambre. Vous savez, mon petit-fils était parti, donc la chambre, eh ben, elle servait à accumuler les choses. On a tous un peu ça, des coins comme ça. Chaque fois que je rentrais chez moi par le square, je voyais, surtout en hiver, quand la lumière était allumée, la valise. Et je me disais, chaque fois, ah, il faut que je l'ouvre. Je l'avais déjà ouverte, j'avais inventorié, je m'étais déjà aperçu que mon père, elle contenait des carnets depuis 1935 jusqu'à ma naissance, des livres qu'il avait eu pendant la guerre, une grammaire bretonne, une grammaire allemande, une grammaire anglaise, aussi une grammaire française, des grammaires. Euh, il y avait les carnets de la guerre, donc j'avais vu qu'il y avait le vocabulaire allemand, quand il avait décidé, étant prisonnier de guerre dans un commando agricole, d'apprendre l'allemand pour survivre, en dépit de l'attitude des autres qui disaient mais non, tu vas copiner avec les boches. Mon père, joli lapsus, mon mari, c'est très joli. Vous allez en voir des tonnes comme ça. Vous allez beaucoup rire ce soir, je crois. Mais écoutez, mon père avait répondu mais attendez, là, tout peut arriver. Il faut toujours connaître la langue de l'ennemi. Et j'avais tous ces carnets d'apprentissage le soir, sous la couverture quasiment. Et puis aussi une centaine de lettres échangées avec ma mère, pas mal de réponses de ma mère. Donc, moi, je n'étais pas née, évidemment, à l'époque. Mes parents s'étaient mariés en 1938, 7 ans de différence. Ma mère mariée à 17 ans et ayant accouché d'une petite fille, alors que mon père était à la drôle de guerre du côté de, comment vous dire, de Malo-les-Bains. Donc c'était attirant, mais j'avais pas la force. Alors je ne sais pas si ici certains étaient confrontés à ça. Je suppose que quelques personnes étaient confrontées. Toucher au papier des défunts laisse une sensation de pénétrer dans un tombeau et de effraction et de viol. Les premiers, avant d'y toucher, il y a une sorte de frisson sacré. Peut-être certains l'ont fait, mais on a des moments. Au départ, c'est un peu difficile. Et donc, je remettais, je me disais, plus tard, quand je serai à la retraite, on verra. Et puis, oui, je le ferai. Et puis, oui, peut-être cet été. Et puis, je le faisais jamais. Et 7 ans s'étaient passés. Et donc, après, quand j'ai réalisé Rien, j'ai voulu le faire. Mais donc, j'ai descendu cette valise, mais j'ai ouvert, j'ai fermé. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit, mais écoute, ces papiers, je les ai scannés il y a 7 ans. Tu peux les lire sur écran.
Ils avaient numérisé. J'ai dit, mais c'est où? Il me dit, mais je les avais copiés sur ton ordi. J'ai dit, mais génial! Et donc, une fièvre m'a emparée et j'ai pu toucher les documents. Pourquoi? Dématérialisé, il n'y a pas la poussière. Il n'y avait pas le contact direct avec l'écriture physique qui est la vie. C'était quand même l'écriture de mon père, c'est la même que sur mes bulletins de notes, quoi, quand il les signait. Et la poussière, c'était la mort. Et donc, dématérialisé, ils ont obtenu comme ça un statut de document. L'émotion a été là. Moi, je pleurais comme une madeleine tout du long, évidemment. Mais s'il avait fallu manipuler, vous voyez, mon mari l'avait fait parce que c'était pas son père. Il avait pas, il aimait beaucoup, mais il n'y avait pas ce lien euh, tout à fait extravagant qu'il y avait entre nous. Donc, je les ai lus très rapidement. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on aille en Bretagne, à Cléguérec, fin fond de la Bretagne, au mois de janvier, par l'hiver atroce qui était l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce ciel extrêmement bas, bon, et le froid en même temps, donc c'est pas tellement le moment d'aller en Bretagne, et surtout pas en Bretagne intérieure. Moi, je suis une fille de la côte, hein, je suis née à Lorient, sur la côte sud. Donc j'ai par ma mère et par la civilisation de la côte en Bretagne, notamment dans le port de Lorient, c'est une civilisation gaie, festive, euh, avec beaucoup de fantaisie. C'est une ville d'ouvriers, donc toujours avec des idées nouvelles. On très tôt pénétré l'Orient, vous voyez, ça a toujours euh, par le passé, ça bougeait beaucoup, quoi, comme ville. Donc, et la Bretagne intérieure, je ne la connais pas beaucoup. Donc, je suis partie. Et le hasard a fait que, à peine je partais, j'ai eu un appel du président des éditions du Seuil qui voulait me voir. Et en fait, il y a eu une collision entre ce départ et un projet éditorial. Et lui, il se souvenait d'un livre que j'avais écrit sur mes parents et surtout sur mon enfance en 2000 qui s'appelle La Maison de la Source. Et où j'avais raconté mon enfance entre entre ma naissance et 8 ans et demi, la naissance de mon frère. J'ai 2 sœurs, ensuite, et ça va jouer un très grand rôle dans l'histoire de Sortie de Rien, du secret de famille, et j'ai un frère et une sœur. Dans l'une des lettres que j'avais découvertes, j'avais été confrontée à quelque chose de très fort. Et c'est à ce moment-là que cet éditeur m'appelle. Bon, ben, ça n'avait aucune chance d'aboutir, c'est pas allé très loin. Mais Olivier Vétourné avait été absolument sidéré. D'abord parce que j'étais arrivée en larmes dans ce bureau quand on m'avait appris ça, et en demandant pardon. Enfin, c'était... Il n'a pas compris pourquoi je demandais pardon de quoi. Et moi, je m'étais sentie coupable. Et sans une lettre Enfin, ce qui avait résolu le problème, c'est que mon père, je lui en avais quand même écrit. Je lui ai dit, mais écoute, je comprends pas, quoi. Ou à mes parents, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et mon père m'avait répondu une lettre où il avait mais il avait dit, t'as rien fait de mal. Et il avait fait l'éloge du livre. Et à quel point et là, j'avais compris qu'il avait été heureux. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Mais surtout mon père. Et donc, quelques mois plus tard, vous savez, il y a des salons du livre, hein, dans la France entière. Et on m'avait demandé de présider le salon du livre de Pontivy, en Bretagne intérieure, tout près du village de naissance de mon père. Donc j'avais demandé à mon père, veux-tu venir? Je t'invite. Et il était venu. Et donc la municipalité de Pontivy, à ce monsieur de 86 ans, qui avait vu son personnage magique déjà qu'il était, que j'avais décrit dans le livre. Il avait bien des défauts, je vous rassure, hein. Mais il était charismatique, avait voulu qu'il vienne au repas. Et mon père s'était trouvé assis à côté du maire de Pontivy et je sentais qu'il se passait quelque chose. Mais il avait une face de pierre comme ça. Je me disais, il se passe un truc, mais quoi? Mais moi, j'étais présidente du salon du livre, donc il fallait que j'aille signer mes livres. Et au château des Rohan,
Et je sentais que mon père, ça lui faisait quelque chose. Que je signe des livres au château d'Héran et il regardait ce château. Et là, j'ai compris quelque chose j'ai saisi quelque chose qui était du genre, quand j'étais petit, j'aurais jamais imaginé que ma fille signe des livres au château d'Héran. Et je sentais une forme de fierté, mais qui ne voulait pas exprimer, voyez-vous. Et je savais pourquoi. Quand j'avais eu la Légion d'honneur, mon mari le lui avait appris et il lui avait dit, votre fille a eu la Légion d'honneur. Mon père avait répondu, laquelle? Vous voyez le personnage, très intelligent. Abraham, hein, la justice de la famille. Bon, donc c'est dire s'il était prudent et juste et intelligent avec sa famille. Et donc, je sentais que c'était ça, mais bon, moi je signais mes livres, hein, j'appartiens dans ces moments-là à mes lecteurs, et il avait parfaitement compris. Et puis le soir, mon mari me dit à l'hôtel, tu sais, il s'est passé quelque chose avec ton père. Ah bon? Ben, il a voulu revoir l'endroit où il avait été. Donc, à l'époque, on disait gardien de vache. On ne connaissait pas, ni lui, ni moi, ni mon mari, le mot Budjoul, que mon père ne prononçait jamais. Enfin, j'ai compris, l'année dernière, c'était le mot de la honte. Budjoul, en breton. Et je dis, et alors? Il me dit, ben, on l'a revu, mais il m'a montré un truc. Il m'a dit un truc hallucinant. Il était là entre 11 et 14 ans. Je dis, bah oui, mais je sais, mais tu le savais bien. Non, c'est pas ça. Et il m'a dit il m'a montré un petit bâtiment. C'était une soue à cochon. Et il m'a dit qu'il dormait. En fait, il avait logé dans le grenier de la soue à cochon. Waouh! Ah bon? Mais pourquoi il m'a jamais dit ça? Je dis, ben, puis en même temps, je dis, il avait peut-être honte, mais en même temps, c'est vachement génial. Tu te rends compte le parcours qu'il a eu? Il a commencé un soue à cochon. Et lui, c'est pas tout. Il y avait une plaque qui m'a montré. Il m'a dit, voilà, quand je me suis révoltée contre le patron à l'âge de 14 ans, un jour, sous un coup de colère, et après une humiliation, coup de colère? Humiliation? Vous avez bien entendu, hein? J'ai jeté les outils par terre, je me suis sauvée sur le vélo de mon beau-père qui venait de mourir, et je suis allée à Lorient, et je suis revenue. Quelques années après, j'avais appris le métier de maçon, c'était avant la guerre, la Deuxième Guerre, et là, la porte de la soue à cochon était démantibulée, le patron m'a dit... Ah bon, t'es devenu maçon, alors bah justement, t'as vu la porte de la soue à cochon, là, elle est démantibulée, les pierres sont en train de tomber. Ben, t'es maçon, tu pourrais la réparer. Mais oui, d'accord, top là, ok. Tu veux quoi pour te faire payer? Je veux rien d'autre que la plaque du maçon, je mettrai mon nom. Ok. Enfin, on disait pas ok. Hein. Enfin, c'était, vous faites un ok en breton. Et donc, il répare parfaitement la porte. Il s'arrange pour qu'il y ait une feuille, et la feuille était toujours là, de granit, de schiste plutôt, sorte pour protéger la plaque. La plaque, me dit mon mari, la feuille de granit est toujours là, et il fait une plaque en ciment, façon granit, et il écrit son nom, qui est mon nom de jeune fille, le pont Jean, et il met la date, 1936. Les lois sociales. Pourquoi? Parce que lui, il s'était retrouvé là, placé, parce qu'à l'époque, le 10e de 10 devait faire assurance vieillesse pour sa mère, et il n'y avait pas d'assurance vieillesse. Et la mère, elle était âgée, elle pouvait plus travailler, elle pouvait plus, le peu qu'elle avait, elle pouvait même plus le produire dans son bout de misérable champ loué avec, elle pouvait plus s'occuper d'une vache. Moi, comme disait mon père, c'est la mouise. Et alors je dis à mon mari, mais pourquoi il m'a pas dit? On n'a jamais su ça. Le lendemain matin, je commence à comprendre que c'était la maison de la source. C'est-à-dire que le livre, il avait été présent dans un livre, dans la langue française.
Il était à Pontivy. Et là, dans le château des Rohan, les inaccessibles Rohan, il avait sa fille. Et surtout, lui qui ne tirait fierté de rien, on lui avait parlé à Lorient de sa fille qui avait écrit un livre et des injustices qu'il avait subies. Parce que j'avais déjà évoqué ça, parce que petite, j'avais entendu ces récits. Mais moi, j'avais évoqué ça, bon, avec une plus grande naturelle, puisque j'avais jamais renié mes origines. C'était une petite fille qui entendait les récits des parents. Et au petit déjeuner, il n'a pas fait du tout allusion à ça, moi non plus, la pudeur, hein, entre père et fille et père. Hein, cette interdiction de parole qui va fonder quelquefois beaucoup de secrets de famille. Parole interdite. Malgré tout, il révèle quelque chose. Il dit, tu sais, quand je me suis sauvée à Lorient, donc ça voulait dire qu'il savait bien que mon mari avait raconté pendant la nuit, et que je suis arrivée à Lorient, j'avais désappris le français que j'avais appris à l'école. Je parlais plus que breton. Et quand je suis arrivée sur les chantiers où je faisais manœuvre, je comprenais rien. Alors, je me suis débrouillée avec l'argent de ma première paye. J'ai acheté une grammaire française, j'ai appris le français avec la grammaire et en écoutant les gens. Que voulez-vous que je dise ? Je suis restée une seconde fois interdite. Parce que ce qu'il me disait là, c'était ce dont j'avais eu la petite intuition, c'est-à-dire que il n'avait jamais pensé non plus, lui, le petit Bejoul qui avait désappris son français dans la soie cochon, qu'un jour il existerait dans un livre, lui qui n'en avait pas, et qu'on avait chassé de l'école, que sa mère avait arraché à l'école sans rien lui dire, et arraché au livre. Et voilà qu'il existait dans un livre. Et dans le fond, il se disait, eh bien parce que je crois, je pense, j'espère que je ne me trompe pas, enfin je peux me tromper, mais je crois qu'il se disait, ma vie a servi à quelque chose. 86 ans. Il était content d'être arrivé à 86 ans pour ça. Alors, il était réparé, mais ce n'était pas la fierté, c'est-à-dire qu'il avait pris l'injustice comme un gant et il l'avait retourné. Donc là, il livrait des trucs. Et donc après, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a livré par petits bouts des tas de bouts de récits. Mais ça venait comme ci, comme ça. C'était très incertain. Et puis, malheureusement, il y a eu un drame dans ma famille. Ma plus jeune sœur est morte. Et à partir de là, vous savez comment c'est, il a développé la maladie d'Alzheimer. Donc, la mémoire s'est enfuie. Et donc, il est décédé en 2006. Et je n'ai pas pu m'empêcher, quand je suis retournée à Clé-Grec, de me dire, mais la version de la Maison de la Source, c'est pas la bonne version, quoi. Il y a des trucs à chercher. Alors, moi, j'étais dans une situation, à ce moment-là, telle, de désarroi à cause de ce côté fille de rien, qu'il fallait que je sache, sinon c'était quasiment une question de vie ou de mort. Donc j'étais prête à poser toutes les questions. Et j'y suis allée. Donc je suis retournée chez le propriétaire terrien, et là, j'ai appris un premier secret de famille. Ce propriétaire terrien qui était le petit-fils de celui qui avait opprimé mon père, il a été formidable. Il m'a ouvert sa porte, il m'a fait visiter la souhait cochon. Il y avait encore les montants de lit du lit de mon père. Et il a invité, sans me le dire, 2 personnes qui connaissaient tout le pays. Et ils sont arrivés au dessert, et il y a eu une scène incroyable. J'ai dit, mais est-ce que vous savez des choses sur ma famille ? Oui. Ce monsieur était un notaire, donc je savais à qui avaient appartenu les terres, qui avait couché avec qui en catimini, je sais pas moi, les disputes, les fâchés à mort, à 5 générations. Si on s'était fâché à 5 générations, qu'on l'était toujours, il le savait, il connaissait les noms, il savait pourquoi. Bon. Moi, je l'ai appelé dans ma tête l'homme des limites et des tribus. Enfin, peu importe. Et à un moment,
Il me dit, mais je vois très bien, votre famille, c'était des gens, des intellectuels. Je dis, attendez, des intellectuels, attendez. Mon père m'a toujours dit qu'il ne savait pas lire. Ah, n'allez pas croire ça. Il dit, comment ça? En tout cas, ils respectaient beaucoup les livres et de toute façon, ils avaient un aspect poétique. Je dis poétique. Oui, ils étaient assez rêveurs. Euh, et ils se croyaient inférieurs alors qu'ils ne l'étaient pas. Froid qui coule dans mon dos, moi j'étais exactement plus bas que ça, puisque je considérais que j'étais la reine absolue de toutes les impératrices intergalactiques des nuls, à ce moment-là. J'étais dans une phase d'auto-dévalorisation majeure. Je me dis, est-ce que ce serait de famille? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et pourquoi ils étaient comme ça? Donc il y avait Irène écrasée, puis il y avait l'autre qui voulait savoir. Et il me dit, bah c'était des noirs. Alors, je vous préciserai votre famille c'était des noirs. À ce stade du récit, à aucun moment je n'ai pensé, ce qui m'aurait d'ailleurs pas du tout gêné, être métisse ou voilà. En Bretagne intérieure, je savais qu'il y avait. Enfin, ça va très vite. Vous êtes dans le niveau du vraisemblable. Et moi, j'ai tout de suite su que c'était une histoire politico-religieuse, puisqu'en Bretagne, il y avait les blancs et les rouges. Les rouges étaient ceux qui étaient anticléricaux, plutôt de gauche, et les blancs, cléricaux, plutôt de droite. Et c'était la guerre comme ça. Et je savais que j'étais d'une famille rouge, que ma grand-mère avait été rouge de chez rouge, parce qu'en plus, elle descendait de Bonnet Rouge. Bon, chose que je précise que j'ai écrite dans le livre en avril dernier. Hein. J'ai pas mis ça pour faire la démagogie bretonne et faire de la retape. Bon. Et donc je comprends. Je dis, mais noir, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et il me dit, baisse la voix, des paganistes. Je dis, mais des paganistes, vous voulez dire des athées? Mais comme j'étais pas très il voulait qu'on s'entende hein, quand même. Je dis des gens sans Dieu. Et là, il baisse encore la voix et me dit des protestants. Des protestants en Bretagne intérieure. Alors, j'ai pas non. Enfin, j'étais surprise pour ce qui me concernait, mais pas l'autre Irène rationnelle n'a pas été trop surprise parce que j'avais toujours su qu'il y avait les Rohan avaient été protestants. Il y avait une période entre à peu Marguerite Bangoulène, en gros, qui était liée à la famille des Rohan, qui était une épouse, et puis la révocation de l'édit de Nantes, il y avait eu des temples, et il y avait eu un très gros foyer protestant, tout près de là, Guémené, Pontivy, il y a une chapelle réformée dans le château, etc., etc. Et alors, il y avait un autre homme qui savait tout, qui m'explique que, bah oui, oui, et on les appelait les Noirs, et ils étaient relégués. Ils étaient relégués derrière, exclus, après 1685, derrière un ruisseau qu'on appelle, tenez-vous bien, Stanguverne, la barrière de l'enfer. Et c'était exactement là que j'avais trouvé tout le berceau de la famille en lisant les lettres. Des gens dont mon père ne m'avait jamais parlé, des toponymes dont il m'avait parlé, jamais, au grand jamais, et dont un me plaisait beaucoup, Botterbars, l'abri du barde. Vous vous rendez compte pour un écrivain? Alors, à partir de là, ça a été extrêmement vite. Et j'ai fait l'enquête en 15 jours. Et au bout d'un moment, quand j'ai décidé d'écrire le livre, parce que j'avais assez de choses, donc j'ai appelé mon éditeur, j'ai su que c'était l'écriture qui me permettrait d'éclaircir les eaux nombreuses. Voyez-vous? Donc, bien entendu, j'ai retrouvé mes cousins, ils m'ont parlé, j'ai appris beaucoup de choses sur mon père. Mais il y avait surtout, et c'est là quand j'en viens au secret de famille, il y avait une lettre qui était quand même très étrange. Ma mère est enceinte de 7 mois et demi, de 7 mois, donc rituellement, c'était l'époque à laquelle on choisissait les prénoms parce qu'on savait que l'enfant pouvait naître. Par superstition, peut-être des personnes se souviennent ici qu'on ne le faisait pas avant 7 mois ou qu'on n'en parlait pas beaucoup.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Et donc, il écrit une lettre et il dit à ma mère, écoute, voilà, le temps est venu de choisir le prénom. Lui, il est du côté de Saint-Omer. Et elle, elle est dans la ville de Lorient, qui a déjà été un petit peu bombardée. Elle a 17 ans et demi. Elle subit, elle est comme ça dans mon père. Hein. Lui, c'est un homme d'une beauté renversante euh, et beaucoup de force de caractère, d'une rectitude et une rigueur totale, très très rigoureux. Luthérien en quelque sorte. Et vous savez, après la mort de mon père, quand on m'avait demandé de le décrire, mes amis m'avaient dit tu souffres beaucoup, mais tu nous le décris. J'avais répondu il avait quelque chose de luthérien. Je savais sans savoir. C'est très étrange, c'est ça le secret de famille. C'est qu'on sait sans savoir. Il y a quelque chose qui est à fleur de conscience, on le formule, et il y a un jour où le déclic se fait. Donc je reviens à cette lettre, et mon père écrit, il va donner 3 prénoms de filles et 3 prénoms de garçons, avec une préférence pour le prénom de garçon qui est évidemment son prénom. Enfin, ça, c'était un peu à l'époque. Et parmi les 3 prénoms de filles, donc c'est un peu une énigme que je vous livre. Nous sommes 4 filles. Donc là, la première, elle n'est même pas née. Il ne sait pas si ça ne va pas être un garçon. Mais si vous vous mettez à ma place, donc je m'appelle Irène. Les 3 prénoms qui sont alignés dans cette lettre auront tous été donnés. Donc, je ne vais peut-être pas dire les vrais prénoms. Hein. Je vais vous dire, on va dire Solange pour la première. Pour la deuxième, on va dire Chantal. Ces 2-là ont été donnés. Pour la première et la troisième, c'était le nom que je devais porter. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le vrai, Monique. Puisque ma sœur est décédée. J'aurais dû m'appeler Monique. Mais moi, numéro 3, je m'appelle Irène. Et c'est pas dans la liste. Donc quand j'avais trouvé la lettre, j'avais appelé mon mari, je lui avais dit, écoute, regarde, c'est un drôle de truc, ça. Il m'avait regardé, il m'avait dit, mais cette lettre est extraordinaire, mais c'est phénoménal, mais c'est incroyable, ça explique tant de choses. J'avais dit, j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Et le lendemain, j'en ai parlé à une amie. Elle est venue. Et avec mon mari, ils m'ont dit, Irène, réfléchis. T'es pas à ta place. Alors j'ai répondu, mais j'ai jamais été à ma place. Parce que j'étais aussi dans l'histoire du rien. Hein. Irène, la rienne, la fille de rien. Bah oui, il est peut-être temps de s'en occuper. La lettre disait que j'étais pas à ma place. Mais ça n'expliquait pas pourquoi je m'appelais Irène. Et c'est en lisant les autres lettres que j'ai compris. Alors là, je ne vous livrerai pas la clé, mais il y avait un secret de famille. Et le jour où j'ai découvert pourquoi, vous ne n'imaginez pas le bonheur et le bien-être que j'ai éprouvé. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que ça a fait comme quelque chose qui s'est dissous. Tout était clair. Je n'étais pas à ma place parce qu'il y avait des raisons pour porter ce prénom. Il y avait eu quelqu'un, mais il y avait eu quelqu'un avant ma naissance. Et en fait, ma mère avait fait une jalousie rétrospective. Elle a été... Et donc, je peux vous dire quel était le secret, j'aurais pas dû vivre. Donc à la maternité, comme les médecins avaient dit, elle doit mourir, ce qui expliquait aussi mon intense dépression de l'année dernière, parce que ça m'a ramené au fait que je devais... Cette sensation de mort imminente, quoi. J'étais rien. Qu'est-ce que le rien? Le néant. Vous ne devez pas vivre. À ce moment-là, donc le fait fille de rien. Donc Irène, je l'ai écrit Rienne. En fait, donc les médecins avaient dit, elle va pas vivre. Donc il n'y avait pas de prénom pour moi prévu pour cet enfant qui allait mourir. Ma mère n'a pas voulu que je m'appelle Monique.
la liste qui était sur la lettre des prénoms. Vous pourrez la lire, elle est sur Internet. Je l'ai mise sur mon site en, évidemment, floutant les noms de mes sœurs. Et donc, bah, oui, bon, bah, ouais, mais il faut lui donner un nom quand même. Il faut la déclarer, elle est toujours vivante. Eh ben, t'as qu'à l'appeler Irène. Irène, c'était le nom de la femme qu'il avait connue avant de la connaître. Et en fait, il avait épousé ma mère par dépit. Et Irène avait relancé mon père. Et ça, j'ai découvert dans ses carnets 18 mois avant. 18 mois avant. Et j'ai même. Et donc, il y a une autre chose qui m'a mis sur la piste. Bon, il y avait des indications. Elle était de Rospordin. Mais dans le carnet du service militaire, sur Rospordin, il y a plein de rendez-vous à Rospordin. Et mon deuxième prénom, c'est le prénom d'une morte. Mes frères et sœurs ont des prénoms de vivants, les parrains. Parce qu'en Bretagne, c'était Réglo. Et mon père, c'était Réglo de chez Réglo. Elle n'était pas descendante de protestants pour rien, même s'ils ne savaient pas trop qu'il était protestant. Les protestants avaient été reconvertis depuis longtemps. Mais tous ces gens-là qui vivaient derrière le Stang-Hiberne, dont il nous avait jamais parlé. Parce que sans doute dans la cour de récréation, on lui avait dit toi, t'es un noir, nanana, ta mère, elle est rouge, mais en plus, elle est rouge de chez rouge, mais en plus, c'est une noire, nanana, et ton père aussi, nanana. Donc il avait caché. Mais en plus, là, donc Marianne Le Bihan, ma grand-mère, était morte en 37. Euh, à peu près un mois après, il avait dû rompre parce avec Irène parce que les parents n'avaient pas voulu, parce qu'il n'était pas assez riche, parce qu'il était un rien. Il était juste maçon, quoi. Et elle était très très belle, cette femme. Et ma mère m'avait vaguement parlé de ça, et elle m'avait aussi, mais sans me dire le nom, sans doute parce que mon père avait interdit, parce que moi j'ai vécu. Le lendemain, j'étais toujours là, moi. Avec mon nom de gens qui ne devaient pas exister, Irène, et le deuxième prénom de la grand-mère. Et ma mère n'avait jamais connu ma grand-mère. Mais elle avait des raisons de les détester, puisque dans les premiers mois du mariage, mon père lui avait dit « Tu n'arrivais pas à la cheville de ma mère ». Ça, j'ai appris, c'était juste avant de terminer le livre. J'ai rajouté en vitesse. Par une cousine, par la femme de mon parrain qui n'avait pas voulu me rencontrer quand je lui écrivais le livre. Puis finalement, comme je lui avais dit que le livre était fini, elle me l'a lâché ça. Simplement, il était sur épreuve. Alors j'ai rajouté. Vous voyez ce que je veux dire? C'était fou. Et simplement, moi, le lendemain, on m'a même ondoyé. Ce qu'on faisait pour les enfants qui allaient mourir. Et ma mère me l'avait raconté. Elle m'avait dit, tu ne devais pas mourir. Et ma mère a été ce qu'on appelle une mère rejetante. Moi, je savais bien que j'étais de trop. Très rapidement, dans mon enfance, je suis allée lire au grenier. Et je me suis éloignée de la famille. Et je lisais, vous savez, au pied de quoi? La valise noire. Elle était là. Et j'avais peur de cette valise. Vous savez, les gamins, on s'invente des trucs, j'avais peur. Il y avait à côté les vêtements de mon père quand il était prisonnier. Il y avait les trucs du stalag, ça me faisait peur. Et en même temps, je devais savoir quelque part que le secret était là, que la lettre des prénoms était là. Je me postais sous la valise. Il y avait aussi un autre signe, et ça, j'ai découvert il y a 15 jours. En fait, quand j'étais de Lorient, donc vous voyez un peu les coiffes bretonnes, hein, il y avait des défilés déjà à l'époque de coiffes bretonnes, mais moi, j'aimais pas le costume de Lorient. J'aimais pas les costumes Migouden quand je voulais qu'un seul costume. Si j'avais dû porter un costume, c'était le costume qu'on appelait Kernous. Et ma mère m'appelait la Kernous. Kernous, ce qui veut dire cornouaillesse, c'est le costume de Rospordin. À telle enseigne que quelqu'un avait fini par m'acheter une poupée en celluloïd, un costume de Kernous. Et un jour, ma mère est venue me la rendre, il y a 15 ans. Et j'ai toujours. Et quand j'ai eu la Kernous entre les mains, je me suis souvenue, moi, ça faisait longtemps que j'avais oublié l'histoire de la Kernous.
Et j'ai vu à quel point j'avais joué avec cette poupée, elle est toute abîmée. J'ai toujours, mais c'est ahurissant. Donc là aussi, alors qu'est-ce que j'avais perçu des conversations entre mes parents? Qu'est-ce qu'avait enregistré mon inconscient de petite fille? En tout cas, ce qu'il avait enregistré consciemment, c'était le rejet. Ma mère, un jour, je décris la scène, me voit à côté de plantes grasses qu'on appelait les roses vertes. Et elle me dit, je dis, je veux les arroser. Elle me dit, il ne faut pas les arroser, c'est des vivaces. Je dis, c'est quoi, c'est vivace? Elle me dit, vivace, c'est comme toi. C'est des gens qui ne sont pas faciles à mourir. Alors, je ne l'accable pas, paix à ses cendres, parce que ce livre m'a permis de faire la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi je suis partie à 17 ans? Pourquoi ai-je fait le lapsus tout à l'heure? Mon père au lieu de mon mari. Vous voyez, c'est du direct, hein? Donc on est là dans le secret de famille. Vous voyez? Et la dissolution, c'est un livre serein. C'est pas un livre de règlement de compte, etc. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi autrefois vous avez écrit Secret de famille? Quel rapport? Ça se passe pas du tout en Bretagne. Ça se passe en Val-de-Loire. Vous inventez un personnage, Marthe, une femme forte qui n'a pas de parents, qui est une orpheline, qui fait son chemin, etc. Alors là, j'avais envie, brusquement, je vais vous dire, j'ai eu envie, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, d'écrire un livre qui s'appelle Secret de famille. Donc ça me turlupinait déjà. Et je me suis j'ai inventé l'histoire, j'ai fait confiance à mon imagination, et puis j'ai pris un ou deux épisodes qui étaient inspirés de la famille de mon mari. Mais alors, vous allez me dire, attendez là, vous êtes entouré de secrets de famille, vous nous parlez de votre mari depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? Eh bien, en fait, mon mari lui-même était euh, un enfant rejeté par sa famille, dans une famille très bourgeoise, qui elle-même était très violente dans ses comportements, en tout cas psychologiques. C'est ça qui nous avait unis. On a eu un coup de foudre très jeune, et quoi qu'il soit arrivé dans la vie, on ne s'est jamais lâché, parce que on était deux enfants. Donc, à travers son histoire et la mienne, on peut comprendre cette union, longue union. Je ne suis pas de la première jeunesse, hein. Je ne vais pas vous dire de combien de temps, on ne va pas vous accabler sous les chiffres. Hein, mais voilà. Et donc cette longue union s'expliquait aussi ce côté, cette solidarité sans faille. Et en fait, lui-même a écrit un livre après sur son propre secret de famille, sur son rapport avec sa mère. Et moi, à ce moment, c'est un livre qui a été publié par Fayard. Il est en livre de poche, il s'appelle Peau de fesses. Ouais, il est rock'n'roll, hein, parce qu'il avait un secret de famille rock'n'roll. Là aussi, ils n'ont pas attaqué, hein. François Frein. Et il a un nom qui veut dire deux fois libre. François veut dire libre, comme homme libre, comme vous savez. Et Frein, ça veut dire c'est un nom d'origine, en fait, galloise, d'origine bretonne, il ne le savait pas. Et ça veut dire libre en gallois, comme free. Voilà. Et donc, moi, je le revois quand il a commencé. On est dans la maison de famille dont il avait hérité. Sa mère était toujours vivante, elle lui avait laissé là. Et dit, il n'allait pas bien du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est le rapport du secret de famille avec la dépression. Hein, il n'allait pas bien du tout. Et il me dit, je vais écrire, il faut que je trouve les lettres de mes parents, les photos, etc. Est-ce que tu sais où c'est? Alors, vous savez, nous les femmes, on sait généralement où sont les choses dans les maisons. Je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, tu vas dans cette chambre et c'est là. Alors, on a sorti je me reverrai ça toujours. La caisse, on l'a mise sur le palier, puis dans une autre chambre pour avoir de la lumière qui était exposée au sud. Et au bout de 5 minutes, il est tombé sur la lettre. La lettre qui contenait le secret de famille. C'est d'ailleurs une histoire de filiation, pour le coup, qu'il n'y avait pas dans ma famille, quand même. Et on l'a lu, et il a... Alors, ce qu'il y a aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le secret de famille, il y a toujours une période de déni. C'est-à-dire, les 24 heures, il a fallu que, vous savez, sur la lettre des prénoms, que, en fait... cette amie et mon mari me disent, Irène, regarde,
Bah oui, je suis pas à ma place. Oui, mais tu as jamais été à ta place. Et pourquoi ce déni? Alors, ce déni, c'est parce que c'est l'angoisse qui crée le déni. C'est, on ne peut pas supporter la collision avec le réel. C'est comme, euh, par exemple, dans une escroquerie. Hein. Quand on a été escroqué, c'est pas possible. Ou un drame familial, ou le fait d'être trompé. Je referme très vite la parenthèse. Et donc, il y a cette période de déni. Donc, c'est caractéristique du secret de famille. Et la dépression euh, qui vous pousse à chercher aussi. Et la douleur de chercher. Parce que à la dépression, le fait de chercher est très douloureux. Il est très difficile. Parce que vous êtes en contact, et c'est pour ça que j'ai trouvé très drôle que l'artiste qui expose là-haut, qui a fait des choses remarquables, traite ça par la dérision. Et, euh, mais on est en contact avec les morts. Ceux que j'appelle les esprits, avec un grand E. Hein. Je ne suis pas dans la parapsychologie hein, du tout. Mais quand même un peu, vous avez l'impression que les morts vous parlent, quoi. Vous faites des rêves et vous traversez une phase un peu déstabilisante. Alors, il y a aussi une autre chose. Il y a 2 points. Ce qui est bien, c'est d'aller sur les lieux. Ça, c'est la généalogie dans l'espace. Et la confrontation avec les lieux, parce que les lieux vont vous parler. Vous allez mieux comprendre les métiers, l'espace des autres. Puis il y a aussi toujours des gens qui se souviennent. Euh, L'un de mes plus beaux souvenirs avec ce livre, c'est que nous l'avons lancé le jour même de sa sortie, le lendemain, je crois, à Cléguérec. J'ai voulu que la première rencontre avec les lecteurs soit là-bas. C'est une toute petite commune, une toute petite médiathèque. Il y a eu 130 personnes. Il y avait des gens dont je suis sûre qu'ils n'avaient pas acheté de livre depuis longtemps. Et tous les gens de l'autre côté du Stanguy-Huerne sont venus et m'ont dit « On était cousins ». C'était formidable. Viens, reviens, viens nous voir, pousse notre porte, on te donnera du cidre de poire. Donc il y a aussi ces moments-là où vous créez du lien. C'est des inconnus, hein, pour moi. Alors certains m'ont apporté les livrets de famille. J'ai appris des tas de choses. Lors de mes pérégrinations, d'ailleurs en Bretagne, je me suis retrouvée avec plein de cousins. Mais avec les Grecs, tout le monde était mon cousin. Hein. C'était génial. Alors, c'était que de l'amour. C'est-à-dire que j'avais fait. Je me disais, mais c'est l'une des plus belles soirées de ma vie. C'est-à-dire que j'avais fait cette démarche vers les secrets de famille en étant celle qui se trouvait l'impératrice des nuls, de toute la galaxie des nuls. Et voilà qu'on m'a apporté de l'amour. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai fait comme mon père. J'ai en fait pris le gant et retourné le gant du malheur, retourné le gant de la souffrance. Et donc faire la généalogie, c'est aller, en effet, comme le montre très bien cette jeune femme, vers, euh, vers des choses dérangeantes. Mais en même temps, vous allez voir son exploit est tellement gai. Bon, j'ai pas l'air sinistre, hein. Alors, cela dit, c'est par moments très douloureux. La sortie du livre, par moments, j'ai eu des épisodes un peu déprimés. Et j'aurais pas pu tenir, par exemple, cette réunion sans être émue, ne serait-ce qu'il y a 6 semaines, vous voyez, ou 2 mois. Pourquoi? Parce que ce livre m'a aidé à faire le deuil, vous l'avez compris. Et parce que c'est aussi le deuil de la femme que j'étais pendant très longtemps, c'est-à-dire de celle qui vit avec le secret de famille, sachant sans savoir et ne voulant pas résoudre les choses, et épousant un homme qui avait un gros secret de famille, qui lui-même l'avait mis en mots. De façon beaucoup plus frontale, il a fait le ménage en 98, 97, 98. Moi, j'ai attendu quand même sacrément en retard, hein, 2013, la mémé. Hein. Voilà. Alors, la grand-mère, quoi. Hein. Eh ben, le coup de jeune, vous voyez. Alors, j'ai de la chance, parce que j'ai trouvé quand même une belle histoire d'amour, parce que c'est quand même l'histoire d'amour avec Irène, à Rasputin, c'était beau, hein, c'était magnifique. L'histoire est très très belle, j'en donne quelques détails. Bon, euh,
Et j'ai pas trouvé des choses atroces, quoi. 12 criminels, des incestes à l'appel, ou s'il y en a eu, j'ai pas trouvé. J'ai pas vu. On n'était pas de Guérin, grand-père Guérin. Mais alors, bah, a pris du bon temps. Hein? Ça n'a pas fait mourir. Bon, et puis c'est. Voilà. Bon, mais j'ai pas trouvé de choses abominables, vous voyez. Alors, ce que j'ai trouvé, que mon père considérait comme un secret de famille, c'est un point que je voudrais vous dire. Quelquefois, ce qu'on considère comme un secret de famille est toute chose futile. Mon père a mis des années, et c'est ma mère qui m'a dit l'histoire, et mes cousins me l'ont tout raconté. Ma grand-mère, rouge de chez rouge, de fille de descendants de bonnet rouge, était donc extrêmement féministe, quoi qu'il ait trait. Et elle l'avait appris que on avait donné le droit de vote aux femmes dans d'autres pays. Et elle était pour le droit de vote des femmes depuis 1910. Et lors des élections à Clé-Guérec, évidemment, elle pouvait pas voter. Et il y avait une chose qu'elle avait faite un jour, de fureur et de ruse et de malignité, de tempérament. Elle était rentrée dans le bureau de vote au moment du dépouillement et elle était couturière. Et elle avait toujours ces ciseaux de couturière qui pendaient à sa jupe noire, là. Et elle était très habile, c'est une grande lingère et couturière. Alors les hommes en Bretagne avaient des gilets, peut-être ici aussi d'ailleurs, et c'était très précieux le gilet. Elle est arrivée par derrière, par le milieu, il a coupé le gilet, mais il ne s'en est pas aperçu. Il est sorti, et c'était l'année où les Blancs avaient perdu les élections. Donc il est sorti déjà abattu parce qu'il avait perdu les élections. Je crois que c'était le maire ou l'agent au maire. Donc, et en plus, c'est une femme qui avait fait ça. Et parce que il avait envoyé paître pour les histoires des élections. Eh bien, mon père était honteux de ça et considérait que c'était un secret de famille. Vous voyez, ça peut être aussi extrêmement anodin. On peut donner de l'importance à quelque chose. Bon, c'est vrai, ça ne ressemblait pas aux autres, quoi. C'est vrai aussi qu'après, j'ai eu un doute sur mon père. Parce que mon père est. Vous allez voir hein, sur Internet, je ne vous dis pas que mon père, c'est le plus beau des papas chéris du monde. Hein. Certes, c'est le plus beau des papas chéris du monde, mais quand même, il était très très beau, quoi. Toutes les, enfin, jusqu'à à la, quand il allait à ce qu'il appelait, je vais aller Annie faire un peu d'animation club de personnes âgées, parce qu'il avait 86 ans, évidemment les autres étaient des personnes âgées, mais pas lui. Et c'est vrai que les femmes voulaient la valse, le passe au double avec lui. Elles venaient comme des mouches, il avait ce charisme. Et lui n'en profitait jamais, mais enfin il était un peu flatté quand même, hein, parce que ça lui rappelait sa jeunesse, même si on considérait qu'il était toujours jeune. Et, et c'est vrai qu'il est mais il a une beauté que non aucun des autres. Alors, mystère. Alors, je ne saurais jamais. Alors ça peut-être on ne peut pas me le dire. Mais il ressemble pas trop aux autres. Bon, peu importe. Moi, voilà. Je, en tout cas, cette beauté, personne n'a su où il est allé la pêcher. Elle était renversante. Hein. Un acteur américain, en gros. Euh, et donc, euh, ces secrets de famille, ça peut aller du plus terrible à, à l'anodin, quoi. Vous voyez? Alors, on découvre ça généralement après la mort, quoi, parce que il y a un point que je voulais vous souligner. Vous faites peut-être de la généalogie, vous avez peut-être des parents âgés, vous avez peut-être des parents moins âgés que vous avez envie de questionner, et vous vous dites, j'ose pas. Vous voyez? Parce que c'est vrai, les parents, euh, les questionner sur l'intimité s'ils n'en parlent pas, ou des choses de famille, c'est difficile quand même. C'est pas, nous allons dire que ce n'est pas évident. Bon. Et après, quand ils sont morts, on se dit, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. Mais je vais vous dire une chose. Les questions que vous vous posez après leur décès, vous ne vous les seriez jamais posées avant. D'abord parce que vous n'avez pas touché les papiers. Et parce qu'il y a des questions qui ne viennent pas du tréfonds de l'inconscient, tout simplement parce que nous sommes toujours les fils et les filles d'eux. Un peu comme ça devant papa et maman.
Même si on leur a dit, pardonnez-moi, ta gueule, tu m'emmerdes, t'as pas à t'occuper de ma vie, bon, tout ce qu'on dit dans les familles. Hein. Bon, on referme la parenthèse là aussi. Malgré tout, on reste le petit ou la petite. Et, et on est très gêné au départ, c'est ce que je vous expliquais quand on touche les papiers. Parce qu'on va rentrer, lire les lettres d'amour de ses parents, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec la scène primitive. Hein. Comme voir ses parents faire l'amour un peu, même si c'est très pudique comme étaient les lettres de mes parents. Et il y a des questions qu'on ne leur posera pas. Et il faut, et donc il y a un moment difficile dans la recherche des papiers, l'exploration des papiers là. C'est se dire mais pourquoi j'ai pas posé la question, j'aurais dû, on s'en veut, on se reproche et tout. Et de l'expérience que j'ai faite, je vous dis, ne vous le reprochez pas, continuez vos recherches. Continuez les questions, parce que vous ne les auriez pas posées. Vous ne pouviez pas. Et en même temps, les questions que vous vous posez maintenant, elles ne pouvaient pas vous effleurer l'esprit. Vous en étiez tout simplement incapable. Vous voyez ? Donc, il faut admettre, il faut accepter, en toute humilité, que la vie, elle est faite de ces cruautés-là, de ces impossibilités-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et se dire, je me soumets. Si vous n'avez pas envie de chercher, mon conseil, ne cherchez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Moi, j'ai attendu quand même 7 ans. Puis pendant ces 7 ans, j'aurais pu avoir un accident, une maladie mortelle, perdre la mémoire ou devenir complètement gaga. Et ça ne se serait pas fait. Et alors ? Ce qui doit se faire, se fait. Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas parce que vous... Il ne faut pas faire ces choses-là par obligation. Il faut faire ces choses-là par nécessité ou passion. Et vous ressentez bon. Et si vous êtes prêt, allez-y. Alors, quand vous allez y aller, peut-être que votre propre famille va dire ou il ou elle est complètement piqué, c'est devenu sa marotte, etc. Eh bien oui, ce sera votre marotte. Parce que c'est un caractère, c'est que ça devient obsessionnel pendant quelques semaines. Eh bien, oui, vous êtes un peu ridicule pour les autres pendant quelques semaines. Et alors, ils peuvent l'être aussi, eux. Où est le problème ? Mais si ça vous fait du bien, si vous apprenez, si vous vous sentez mieux enraciné, et si vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais comprises et qui vont vous permettre de recomposer votre chemin de vie de telle sorte que le reste soit plus facile à vivre, ça n'est que du bonheur pour vous et par conséquent pour les autres. C'est-à-dire que je dirais que le secret de famille, vous le savez. Ça peut être une chose anodine, ça peut être une chose très grave, douloureuse, moins douloureuse, romantique, romanesque. On ne sait pas. Si on n'a pas envie de chercher, ne cherchons pas. Mais les pièces, elles sont là déjà du puzzle. Vous les portez en vous. Et une fois que vous aurez compris, vous ne saurez pas, je vais vous dire tout de suite, vous ne saurez pas tout. On ne sait jamais tout. On trouve des clés. Ce qu'a fait la fille là-haut, elle a mis des clés. Hein, c'est une merveilleuse créatrice. Vous avez bien de la chance de la rencontrer demain soir. Ça, je vous envie. Moi, j'ai essayé d'aller sur son site, mais je vous envie parce que c'est fait de clés. Bon, vous allez trouver une ou deux clés, peut-être 3, peut-être 4. Bon, peu importe. Moi, j'ai la Courcarnousse, j'ai Irène, j'ai les Noirs. Et voilà. Donc, ça va, vous voyez. Ça va à peu près. Je suis plus déprimée, hein, vous le remarquez. Eh bien, en fait, ce que vous allez faire, c'est que les pièces de votre mémoire, vous allez les changer, elles vont spontanément changer de place et dessiner un autre paysage plus lisible. Votre propre histoire vous sera à vous-même plus lisible. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Et comme c'est plus lisible, vous irez mieux. Si vous allez mal, si vous allez bien, vous irez encore mieux. Si vous allez extrêmement bien, eh bien vous resterez extrêmement bien. Vous voyez ? Mais et puis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pas du tout. Moi, je ne vous incite pas, si vous n'avez pas envie d'aller ouvrir les placards, et visiter les cimetières, etc. Hein. Surtout, c'est pas du tout mon genre de faire des prescriptions de ce type. Simplement, je l'ai fait, donc je suis là pour en parler, j'en parle. Mais il se passera quelque chose comme ça, et
fondamentalement, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. On a besoin de nos racines. Et si nos racines, elles sont un peu mal embranchées dans le sol du passé, s'il y a quelque chose de mal qui se passe dans les racines, eh bien, on ne va pas aller bien. Vous voyez ? C'est ça le secret de famille. Il y a des secrets de famille pathogènes. Et je pense que dans ma famille, il y en avait un. C'était l'histoire de la jalousie rétrospective de ma mère. Ça c'est sûr. Alors, vous allez me dire, dans le fond, vous avez très bien vécu pendant une soixantaine d'années. On donne quand même des chiffres. Vous avez vécu comme ça, pas trop mal. Vous avez fait des livres qu'on a lus. Bon, si vous êtes là, c'est que vous les avez aimés. Donc, vous, sans savoir le secret de famille, bah, vous êtes pas mal débrouillé. Ben oui. Mais à un moment, ça allait été très mal dans ma vie. J'ai dû voir un psychanalyste. Et si j'ai écrit, c'est parce qu'il m'a tenu la main. Il a attendu, il savait qu'il y avait quelque chose. Au moment de la mort de ma sœur, la plus jeune, il s'est dit, elle va trouver, j'ai pas trouvé, c'était en 2003. Vous voyez, 10 ans. Hein. Et il a laissé faire. J'ai cru que c'était fini. Il a cru lui aussi que c'était fini, que j'irais pas plus loin. Et je suis retournée le voir après ce livre. Et d'abord, j'ai été le voir au moment où j'étais pas bien. Et au bout de 3-4 séances, il m'a dit, mais ce livre va s'écrire très facilement. Allez, écrivez, ça va très bien. Donc quand il a était fini, je l'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais bien vous voir. Et évidemment, je me suis confondue en remerciements à mon papa de transfert. Hein. Et puis que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, mais c'est brillantissime d'être arrivé à ça quand même. Parce que j'ai trouvé... Il m'a dit, mais c'est vous qui avez fait tout le travail. Moi, sans vous, je fais rien. Et c'était vrai. C'était intégralement vrai. Mais simplement, ça m'a pris des années parce qu'il y avait beaucoup de choses très, très, très lourdes. Donc, dans cette famille, bon, il y a des choses concernant ma jeune sœur et mes sœurs, dont je ne peux pas parler ici, dont je n'ai pas envie de parler ni de faire un livre. Mais il fallait que je parte. Je suis partie à 17 ans. Et j'avançais mal. Je faisais des cauchemars quand je suis partie à 17 ans. Effroyable. Enfant, dans la maison de la source, on voit que je fais une paralysie. Je fais une anorexie. Enfantine, hein. C'est mon père qui s'aperçoit que je ne marche plus, pas ma mère. Tout était déjà dans la maison de la source. Donc je comprends que ma mère ait passé à ce bouquin. Et qu'avec ma sœur, elle est un peu complotée. Parce que elle a dû se le prendre dans la figure quand même. Vous voyez ? Et il fallait interdire cette vérité-là. Il fallait interdire Irène. Simplement, ce n'était pas la petite Irène, celle que je suis. C'était une autre Irène qui n'avait fait que traverser la vie de son mari avant. Bon, alors, elle avait des raisons dans son histoire de prendre mal les choses. Et depuis que j'ai lu ces lettres, j'ai compris ces raisons. J'ai compris qu'elle avait énormément souffert, ma mère. Et je sais de quoi. Elle avait été mariée de force par sa mère parce que pour sa mère, c'était une bouche de moins à nourrir. Elle avait été retirée et elle n'était pas du tout enceinte, il y avait juste eu 3 baisers, 4 baisers. Et ma grand-mère avait repéré ce très bel homme, très travailleur, très rigoureux. Elle est allée le voir, vous l'épousez, vous dégagez. Et il avait épousé, parce que lui-même venait de perdre sa mère. Il était seul, perdu dans cette ville de Lorient, et hanté par le souvenir d'Irène. En dépression lui-même, donc il s'est dit, ben, elle est mignonne la petite, je vais me faire une deuxième, il avait pas beaucoup quasiment pas de famille, je vais me faire une autre famille. Ah oui, simplement ça marche pas comme ça. Donc, et là, il y avait eu le malentendu tout de suite. Entre deux, il avait commencé à demander des régimes alimentaires effrayants à cette petite jeune femme de 17 ans. Et donc,
il va l'aimer, c'est ça que je raconte dans le livre, à travers la correspondance, je l'ai vu, il va l'aimer, il va tomber amoureux d'elle à distance parce que pendant toute la guerre, elle va se décarcasser pour lui envoyer des colis. Vous savez, je vous précise une chose, l'Orient était bombardé à 95%. Et elle avait un enfant, et elle n'avait rien pour vivre, que son métier de couturière. Elle était réfugiée, mes grands-parents ont quasiment tout perdu. Enfin, ils sont devenus quasiment fous de douleur en Centre-Bretagne à des bombardements de l'Orient. Donc, j'ai compris ma mère. Et aller à la rencontre de ce secret de famille, ça m'a permis de... Je dirais pas du pardon, de quelque chose de plus fort que le pardon, de l'empathie, de la compréhension. Comment j'aurais réagi, moi, à sa place? J'ai pu être empathique, voyez-vous? Donc, il reste un peu des choses qui coincent sur certains épisodes quand ils me reviennent. Et puis, je me dis, bon, je sais pourquoi. Voyez-vous? Et donc, on va appeler ça de la paix, si vous voulez bien. Et je terminerai en vous disant bien que c'est assez extraordinaire si on appelle ça la paix, parce que en grec, paix se dit Eirené, ce qui a donné le prénom Irène. Des questions? Je réponds à toutes les questions. Allez-y. Par contre, vous levez la main et parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai peut-être été un peu longue. Oui. Mais mon père était injuste. Un homme juste, juste. Et il ne voulait pas le montrer. Mais vous savez, j'ai appelé une partie de mon enfance, c'était dans la maison de la source, la voisine maman. Et donc ma mère laissait faire, et un jour mon père l'a appris, elle s'appelait Madame Cloirec, et il y a eu une grosse négociation avec moi. Ça a toujours été maman, Eck. Vous voyez? Mais mon père, oui, il y a eu ça. Vous savez, si vous voulez vous faire une idée du rapport que j'ai eu, j'étais une petite fille très fantaisiste qui inventait des tas d'histoires. Déjà des histoires sur l'Inde. Et mon père qui avait acheté ce terrain, j'ai appris il y a quelques mois en écrivant le livre que c'était un terrain de la Compagnie des Indes. Il ne le savait pas. Mais est-ce que j'ai pas senti quelque chose? Je ne sais pas. Bon. L'Orient, déjà, une apostrophe. Mais si vous voulez vous faire une idée du rapport que j'ai eu avec lui, une fois que je suis partie, je suis revenue, de temps en temps, parce que je n'étais pas trop persona grata. Il y avait un espèce de silence lourd, comme me disait mon mari, dans cette famille, quand je rentrais. Bon. Et je crois que mon père culpabilisait aussi. Voyez-vous, de cette scène initiale, de cette femme, il n'avait même jamais renoué avec Irène quand elle avait relancé. C'est ça qui était incroyable. Non. Ma mère m'en a parlé. Mais elle m'avait jamais dit qu'elle s'appelait Irène parce que mon père avait dû lui dire « tu lui diras jamais ». Imaginez, ça aurait été dévastateur pour moi. C'était signé mon arrêt de mort. Et c'était un vrai secret de famille. Donc, si vous voulez vous faire une idée de mes rapports, est-ce que vous connaissez le film de Tavernier ? Un dimanche à la campagne. Bon. Eh bien, je vais vous raconter une autre histoire. Ce film, je l'ai vu en première, mondaine. Personne ne l'avait vu. Je suis invitée, je suis avec mon mari, avec des tas de personnalités du tout Paris. Personne ne l'a vu. Et le film, revoyez-le, commence par un noir, un moment noir. Et on entend une phrase dans le noir. « Irène, Irène, quand cesseras-tu d'en demander toujours plus à la vie ?» Alors là, mon mari me fait ça. C'est à croire qu'on... Ah, la lumière se rallume, je lui dis, écoute, je jure que je connais pas Tavernier. Mais le film, les rapports qu'a Irène avec son père, c'était moi, avec mon père. J'arrivais à être pétaradante, peut-être pas avec une voiture pétaradante, mais
joyeuse, enfin voilà, j'ai un projet, etc. Je vais faire ci, les portes, voilà. J'essayais de conjurer l'atmosphère lourde, par cette espèce de gaieté. Et parce que j'estime alors que la gaieté est une politesse dans cette chaîne de vie, et c'était exactement ces rapports. J'en parle à la fin du livre. Tous ceux qui me connaissent le savent. Et j'ai pas eu de protestation de mes frères et sœurs là-dessus non plus, hein. Moi, je connais une seule façon de faire, parce que c'est la plus paresseuse, c'est la sincérité. C'est compliqué de faire des mensonges, hein. Moi qui de temps en temps écris des livres fictionnels, je peux vous dire que pour que ça colle vraiment, c'est compliqué. Surtout quand on tue des gens, parce qu'il faut que ça colle vraiment bien. En même temps, c'est assez satisfaisant de tuer des gens, parce que dans la vie réelle, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un grand luxe que s'offrent les romanciers. Mais vous voyez, oui, c'était des rapports, oui, c'était clair, mais ils ne le disaient pas. Quand je rendais un bulletin de notes brillant, c'est très bien, continue. Et j'ai jamais eu une de mes sœurs, la sœur qui m'en voulait, elle n'avait pas eu son bac. Donc, quand j'ai eu mon bac, il n'y avait pas eu de cadeau, hein, il n'y avait rien. Si vous voulez, c'est aussi l'époque, c'était marche ou crève, hein. C'était marche ou crève. T'avances, bon, bah, t'as ton bac, tant mieux. Tu seras pas, voilà, comme nous, on a été dans la mouise, quoi. En gros, c'était ça. Bah, très bien. J'en suis pas morte, hein, une fois de plus. Voilà, voilà. Une autre question? Vous êtes sur la généalogie ou... Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais lu un livre qui est sur votre liste, qui s'appelle Aïe, mes aïeux. C'est la psychogénéalogie. J'ai trouvé ce livre absolument formidable. Et depuis Secret de famille, j'avais déjà fait des conférences sur le secret de famille, donc plusieurs fois. Mais je ne pensais pas, je le faisais de façon très abstraite. Je ne pensais pas moi-même, évidemment, être confrontée à ça, hein. Et donc, j'avais lu les livres de Tisseron. J'avais lu aussi quelqu'un qui avait écrit un livre sur le secret de famille. Et je le connais. J'ai rencontré plusieurs fois. Euh, mais je ne pourrais pas vous dire son nom, il ne me revient pas. Excellent bouquin sur le secret de famille. Pardon, madame? Il doit être sur la liste. Et je me suis toujours intéressée à la psychologie du secret de famille. Et de toute façon, comme j'avais fait une analyse, euh, j'avais une sensibilité à ça. Moi, j'ai pas lu de livre de psychanalyse compliqué, hein. Euh, je voulais pas lire des trucs avec des gros concepts compliqués. Mais en fait, comme cette analyse a bien marché, elle était un peu didactique. Donc c'était l'analyse qui m'a transmis. Pardon, madame? C'est ça. Et par moments, il m'a expliqué dans la pratique des concepts. Donc c'était presque par moments une analyse didactique. Et c'était formidable pour moi parce que, comme je suis romancière, la psychologie c'est très important. L'observation, décoder les gens. Et même dans le journalisme, c'est capital la psychologie. D'ailleurs, la psychologie, c'est important dans tout, hein. Et donc, il a été assez extraordinaire. Et à un moment, j'ai compris que c'était un peu didactique. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait eu quelqu'un dans ma famille de jeunes qui avait eu un souci et qui voulait évidemment pas aller consulter. Et il m'avait dit, mais vous pouvez vous occuper de lui. J'ai dit, attendez, je suis pas analyste, je connais rien, je suis nulle, etc. Toujours le même truc, hein, je suis nulle. Et malgré tout, comme j'avais beaucoup de respect pour cet homme et que j'avais vu que ce qu'il faisait était efficace, quand j'étais allée le voir, je dormais plus, mais je dormais un quart d'heure par nuit quand même, hein, tellement j'allais mal. Et comme je voulais pas prendre de cachet, il fallait faire quelque chose. Donc j'ai très bien fait. Et donc à ce moment-là, comme il fallait s'occuper, ce jeune était vraiment en détresse, quoi. J'ai fait ce qu'il a dit. J'ai dit les mots qui me venaient du cœur, mais avec les rails qu'il m'avait donnés, avec une terreur totale intérieure, en me disant, mais bon, ça n'a pas du tout été efficace sur le moment, ça a été efficace 3 ans après. Et quand il s'est déplacé, ce jeune, pour aller voir, pour aller d'ailleurs le voir, ça a marché. Alors que tout le monde pensait que c'était perdu, y compris pour les examens.
Et ça a marché, et il y a eu une... Et moi, quand je lui ai donné des nouvelles de ce jeune, et que... Enfin, quand on a reparlé de ce jeune ensemble, puisque c'est lui qui l'avait vu, quand on a discuté, je lui ai dit, moi j'avais essayé, mais ça marche que maintenant, 3 4 ans après. Et il m'a dit, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous l'avez fait. Bah, je lui dis, bah, dites donc, hein, vous êtes un mec sacrément patient. n'obtient pas toujours, enfin sur le moment, Oui, les résultats. C'est des choses qu'on euh, qu'on ressent, enfin qu'on entend, et qu'après, ça fait son chemin, mine de c'est rien, ça, absolument. et on Et s'en moi, ce rend qui compte m'a des années frappé, après, voilà, ce qui le m'a résultat. frappé, et donc c'est le côté ingrat. C'est pour ça que j'avais dit en rigolant, bah, vous êtes sacrément patient. C'est une boutade, si vous voulez, parce que je savais moi-même que c'était long. Je suis extrêmement étonnée de l'effet de la psychothérapie. Moi, je n'avais pas fait des choses, je n'avais pas fait la haute psychanalyse à la complication de tubulure. Moi, je voulais dormir. Je voulais pouvoir écrire, je voulais pouvoir avancer, et je voulais que cette famille se calme, ma belle famille. Vous voyez, c'était effrayant. Et donc, je voulais bon, donc j'avais pas le temps, moi, de me lancer dans Freud, dans les machins. Je connaissais les bases. Et bon, je suis pas totalement ignare non plus. Mais j'avais pas, je ne pouvais pas faire les choses à fond comme font certains. Et ce qui me frappe, c'est à quel point, si vous voulez, la psychothérapie peut être un effet à long terme. C'est extraordinaire. Et évidemment, surtout sur les jeunes. Parce que plus c'est pris tôt, plus ça fait de l'effet. Alors, dans un certain nombre de cas graves, ça n'empêche pas le recours, je suppose, aux médicaments. Bon, évidemment, ça ne joue pas sur tout. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ça peut être efficace. Donc moi, je portais ce secret de famille, hein. Et ce qui me frappe, c'est à quel point il a été patient et heureux quand je l'ai trouvé, quoi. Et j'ai dit, je suis sidérée, c'était aussi simple que ça. Il me dit, mais c'est souvent simple. Et il m'a dit une chose, à un moment euh, au moment où on s'est quitté, après le livre, euh, où il m'a dit, si vous revenez me voir, ce sera en ami. Donc c'était une façon de me dire, il faut vous détacher de moi maintenant. C'est un deuil aussi, hein. Je suppose qu'en doute c'est ce qui s'est fait pendant les 3 mois de promotion du livre, où j'étais vraiment très mal. Il a fallu que je me défasse de lui, hein, aussi. Et il m'a dit, j'ai dit merci, merci, j'étais là en pleine culpabilité encore, hein. Et il m'a dit, pour que ça s'arrête, il m'a dit, vous êtes mon cadeau. Je dis, comment je peux être un cadeau? C'est pas possible. J'ai dit, si. Alors, cela dit, je l'avais payé, hein, quand même. Donc, c'est après, j'ai pensé. Mais en même temps, ça voulait dire, vous êtes un cas qui a réussi. Et pour moi, c'est une gratification personnelle. Voilà. Et c'est pour ça aussi que quand on se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose dans la famille qui foire, on peut aider les autres en allant voir soi-même le psychothérapeute, bon, avec toutes les précautions d'usage, bien le choisir. Si on le sent pas, sans pas insister, en trouver un autre. Et puis on n'est pas obligé de le faire non plus, mais ça peut aider. Par exemple, dans une famille où il y a un gros dysfonctionnement, et quand on va bien, on va mal parce qu'il y a un dysfonctionnement à cause de quelqu'un qui va très très mal. Et à ce moment-là, ça peut valoir le coup de faire le chemin parce que vous devenez plus fort, vous allez mieux comprendre l'autre, et dans le fond, vous allez euh, pouvoir, vous allez, voilà, c'est ça. Vous n'allez plus du tout voir les choses de la même façon, et dans le fond, ça va créer une situation qui va pousser l'autre peut-être à se faire aider lui-même ou à s'aider lui-même. Inverser la spirale, quoi. Et, et encore une fois, souvent, quand quelqu'un va mal, il peut arriver qu'il y ait un secret de famille. Mais ça, on ne le sait jamais d'avance, hein. Voilà. Merci beaucoup, Irène Frein.
pour cette soirée. Merci. Merci à vous, merci. J'espère que j'ai éclairé votre lanterne sur les secrets de famille à ma façon. Hein. Si vous avez des questions à me poser qui viennent après, il y a un site internet qui s'appelle irenefrain.com. Il y a une rubrique contact et vous pouvez me la poser. Et puis, et je vous y répondrai bien entendu personnellement. Et puis la librairie de la rue en Pente est présente avec des livres d'Irène Frein si vous voulez en acheter et les faire dédicacer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt à la médiathèque.